Chers étudiants, bonjour. Après avoir présenté la notion de loi de finances, nous allons centrer l'attention durant cette séance sur les principes fondamentaux de la loi de finances. Ceci pour dire que pour élaborer une loi de finances, il faut respecter un ensemble de principes. Ces principes qui ont des objectifs généraux. Les principes fondamentaux du budget, les principes fondamentaux de la loi de finances relèvent quant à leur finalité originelle du souci de l'appareil législatif, c'est-à-dire le Parlement, de disposer d'outils nécessaires devant lui permettre d'accomplir convenablement sa mission de contrôle du pouvoir exécutif. Donc il y a un objectif clair. L'objectif est celui de permettre au Parlement d'accomplir pleinement sa mission. Et donc, comme la loi de finances est balisée par un ensemble de textes juridiques, cette loi de finances fondée sur un ensemble de principes qu'il faut respecter. La mission de contrôle du pouvoir exécutif concerne à la fois l'autorisation de percevoir des impôts, donc on va contrôler même ce volet-là à travers lequel l'État perçoit des impôts, mais aussi on va contrôler les conditions d'utilisation des deniers publics. Volet très important. Le législateur a ainsi été amené à mettre en place un certain nombre de principes. Premièrement, qui doivent présider à l'élaboration des lois de finances. C'est le soubassement de l'élaboration des lois de finances. Et deuxièmement, principe auquel le gouvernement devrait se soumettre en matière de gestion des finances publiques. Après avoir présenté ces principes généraux, alors en quoi consistent ces principes? Le budget se trouve soumis aux principes suivants. Il y en a plusieurs. Principe de l'annualité, très simple à comprendre. Principe de l'antériorité de l'autorisation. Principe d'unité, principe de l'universalité, principe de la non-affectation des recettes, principe de la spécialisation des crédits, principe de l'équilibre et principe de la sincérité. On va exposer un à un ces principes. On commencera par le principe de l'annualité. Donc, le premier principe auquel doit se conformer la loi de finances, c'est le principe de l'annualité. Mais il faut dire que ces principes ne sont pas évidemment exempts d'exceptions qui sont expressément prévues par la loi. C'est-à-dire qu'il y a des principes, mais il y a aussi des exceptions aux principes. Pourquoi? Le but de ces exceptions est de pouvoir adapter le budget à l'expansion continue du champ des finances publiques en rapport avec deux éléments. Premièrement, l'évolution du rôle de l'État sur les plans économiques et sociaux. Donc là, il faut revenir aux différentes théories de l'État. Et en fonction des théories, il y a des rôles dévolus à l'État. Et donc, des impacts sur les finances publiques. En rapport également avec la diversification des instruments d'intervention des autorités publiques. Ces exceptions tiennent compte de ces deux éléments. L'évolution du rôle de l'État, mais aussi la diversification des instruments d'intervention de l'État. La présence de ces deux facteurs requiert une certaine souplesse au niveau de l'exécution. Il n'y a pas de rigidité, il y a la souplesse. On va commencer par le principe de l'annualité. Le principe de l'annualité vise à obliger le gouvernement à se présenter devant le Parlement de façon périodique afin de confirmer les autorisations qui lui sont accordées. Comme on l'a dit, la loi de finances autorise, donne des autorisations au gouvernement d'exécuter la loi de finances dans ces deux volets, le volet recettes mais aussi le volet dépenses. Donc les autorisations lui sont données, un, pour lever des fonds publics, collecter des impôts. Et on sait bien que les recettes fiscales constituent la principale source de financement des dépenses publiques, mais aussi pour rendre compte de l'usage qui en a été fait, pour rendre compte et
notez bien, et vous voyez bien sûr qu'on revient sur les éléments de la réforme des finances publiques, à savoir la reddition des comptes. Alors quel est le support juridique du principe de l'annualité? Chaque principe a un support juridique. En règle générale, la période couverte par le budget est d'une année, c'est-à-dire que la loi de finances concerne généralement une année. Quel est le support juridique? Le support juridique se trouve dans la loi organique relative à la loi de finances, dans son article 3. Cet article qui précise que l'année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année. Donc au Maroc, il y a correspondance entre l'année budgétaire et l'année civile. Ce qui n'est pas le cas partout dans le monde. Toutefois, il n'existe pas d'unanimité à l'échelle mondiale sur le concept de l'année budgétaire. L'année budgétaire n'est pas toujours l'année civile. À titre d'exemple, dans certains pays, l'année budgétaire commence aux dates suivantes. Il y a des pays pour lesquels l'année budgétaire correspond à l'année civile, c'est-à-dire l'année budgétaire commence le 1er janvier. Mais il y a d'autres pays pour lesquels l'année budgétaire commence le 1er avril. D'autres, l'année budgétaire, pour d'autres, l'année budgétaire commence le 1er juillet. Et il y a même des pays pour lesquels l'année budgétaire commence le 1er octobre. On va donner des exemples à ce sujet-là. Au Japon, l'année budgétaire commence le 1er avril de l'année N et se termine le 31 mars de l'année N+1. En Australie et en Nouvelle-Zélande, l'année budgétaire commence le 1er juillet de l'année N et se termine le 30 juin de l'année N+1. Aux États-Unis, l'année budgétaire commence le 1er octobre de l'année N et se termine le 30 septembre de l'année N+1. L'essentiel, c'est qu'il y a une année budgétaire. Est-ce qu'elle correspond à l'année civile? Ça dépend bien sûr des pays. Bon, au Maroc, l'année budgétaire correspond à l'année civile. Notons qu'au Maroc, si l'année budgétaire a la plupart du temps coïncidé avec l'année civile, il n'en a pas été toujours ainsi. En effet, des années budgétaires distinctes des années civiles ont été adoptées au cours de certaines périodes. Je ne vais pas revenir aux périodes très très anciennes, mais je vais donner les années budgétaires adoptées par le Maroc entre 1996 et 2000. L'année budgétaire adoptée concernait la période allant du 1er juillet de l'année N au 30 juin de l'année N+1. Avant 1996 et après 2000, l'année budgétaire a été l'année civile. Mais c'était une exception. Pourquoi on avait adopté une année budgétaire pour la période allant du 1er juillet de l'année N au 30 juin de l'année N+1? C'est pour des raisons économiques et pour des raisons sociales. Parce que les prévisions sur lesquelles se base la loi de finances, sur lesquelles se base l'élaboration de la loi de finances, s'avéraient inexactes en raison de cette relation entre la récolte, entre la production agricole et les conditions climatiques. Et donc, on avait changé l'année budgétaire pour pouvoir maîtriser un peu les prévisions budgétaires. Après chaque changement d'année budgétaire, je parle de cette période 96-2000, il a été nécessaire d'établir des budgets partiels pour assurer la jonction entre les budgets annuels concernés. Pour notre exemple, on avait établi un budget de 6 mois pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 96, c'est-à-dire pour commencer à appliquer la nouvelle année budgétaire, et un budget de 6 mois pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2000 pour revenir à l'année budgétaire qui correspondait et qui va correspondre désormais à l'année civile. Alors, il y a un support juridique de l'annualité. Se pose à ce sujet-là 2 règles. Il y a la règle de l'exercice et la règle de la gestion. Autrement dit, il y a une question qui se pose. La question est la suivante. À quelle loi de finances faut-il rattacher les opérations de recettes et de dépenses qui sont réalisées? Par exemple, une recette prévue par la loi de finances N est réalisée l'année N+1. Ou peut-être l'année N+2. Une dépense autorisée pendant l'année N n'est pas engagée
pendant l'année N, mais sera exécuté pendant la N+1. Alors, à quelle loi de finances faut-il rattacher ces opérations? Lorsque les opérations dépassent l'année budgétaire qui les a prévues. Selon l'article 31 de la loi organique relative à la loi de finances, l'État tient une comptabilité budgétaire des recettes et des dépenses. Il tient également une comptabilité générale de l'ensemble de ces opérations. Il peut tenir une comptabilité destinée à analyser les coûts des différents projets engagés dans le cadre des programmes. Nous comprenons, selon l'article 31, que l'État établit 3 types de comptabilité. La comptabilité budgétaire, des recettes et des dépenses, la comptabilité générale de l'ensemble des opérations, mais aussi une possible comptabilité destinée à analyser les coûts. L'article 32 de la même loi, la loi organique relative à la loi de finances, dispose que pour la comptabilité budgétaire, les recettes sont prises en compte au titre de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public. Donc les recettes sont rattachées à l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont encaissées. Les dépenses sont prises en compte au titre de l'année budgétaire au cours de laquelle les ordonnances ou mandats sont visées par les comptables assignataires. Elles doivent être payées sur les crédits de la dite année, quelle que soit la date de leur créance. Donc on comprend ici, selon l'article 32, qu'on rattache les recettes et les dépenses à l'année au cours de laquelle les opérations ont été réalisées. L'article 33 de la même loi organique précise que la comptabilité générale de l'État est fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations. Les opérations sont prises en compte au titre de l'exercice auquel elles se rattachent. Elles se rattachent, indépendamment de leur date d'encaissement ou de paiement. Donc, on les ramène à l'exercice auquel elles se rattachent. Alors, il y a le support juridique, il y a la règle de l'exercice et la règle de la gestion. Concernant le principe de l'annualité, il y a aussi des exceptions au principe de l'annualité. Comme on l'a dit tout à l'heure, pour qu'il y ait une certaine souplesse dans la gestion des finances publiques. Quelles sont ces exceptions? Compte tenu de la multiplicité des interventions de l'État et de leur diversité, il est devenu difficile de les contenir dans le cadre étroit de l'année. Parfois, certaines dépenses ne sont pas réalisables sur une année. Aussi a-t-il été indispensable d'instituer un certain nombre d'exceptions au niveau tant de la Constitution que de la loi organique des finances. Donc, les exceptions ne peuvent provenir que de la loi. D'abord la Constitution. La Constitution de juillet 2011 est dans l'article 75, paragraphe 2, qui dispose que le Parlement vote une seule fois les dépenses d'investissement nécessaires dans le domaine du développement à la réalisation des plans de développement stratégique et des programmes pluriannuels établis par le gouvernement qui en informe le Parlement. Les dépenses ainsi approuvées sont reconduites automatiquement pendant la durée de ces plans et programmes. C'est-à-dire qu'on vote les investissements non seulement pour une année, mais pour plusieurs années. On parle de programmes pluriannuels. Seul le gouvernement est habilité à déposer des projets de loi tendant à modifier les dépenses approuvées dans le cadre précité. Alors ça, c'est pour la Constitution qui évoque la programmation pluriannuelle, c'est-à-dire que les dépenses peuvent dépasser l'année budgétaire. Quant au niveau de la loi organique relative à la loi de finances, les exceptions autorisées au principe de l'annualité sont celles mentionnées à l'article 7. À l'article 7 de la loi organique. Les dispositions des traités de commerce, des conventions ou des accords engageant les finances de l'État et celles relatives aux garanties accordées par l'État à la gestion de la dette publique ainsi que de la dette viagère, aux autorisations d'engagement par anticipation pour lesquelles les crédits doivent être ouverts au titre de l'année budgétaire suivante, aux crédits et aux programmes pluriannuels peuvent engager l'équilibre des années budgétaires ultérieures. C'est-à-dire que là, il y a une autorisation d'engagement par anticipation. Autorisation d'engagement par anticipation. Donc on dépasse ici le cadre annuel. L'article 16 de la loi organique relative à la loi de finances stipule que les crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement sont annuels. Donc là c'est clair. Donc les dépenses de fonctionnement, dont notamment les dépenses qui touchent les salaires publics, dépenses de personnel, dépenses de matériel, etc., sont des dépenses qui sont annuelles. Les dépenses de fonctionnement du budget général ne peuvent faire l'objet d'autorisation d'engagement par anticipation. Il y a exception, c'est vrai, pour les programmes d'investissement, mais il n'y a pas
d'exception pour les dépenses de fonctionnement. L'article 23 interdit l'octroi des autorisations d'engagement par anticipation au profit des services de l'État gérés de manière autonome. Mais l'article 26 de la loi organique dispose que des autorisations d'engagement par anticipation peuvent être accordées au profit des comptes d'affectation spéciale et aux comptes de dépenses sur dotation par la loi de finances de l'année dans la limite d'un montant maximum qu'elle prévoit. Les autorisations d'engagement par anticipation constituent une dérogation au principe de l'annualité. Donc, il y a un principe, mais il y a des exceptions à ce principe. Voilà pour le principe de l'annualité. Deuxième principe, le principe de l'antériorité de l'autorisation. En quoi consiste ce principe? Ce principe consiste dans l'obligation faite à l'appareil exécutif de n'entamer la mise en œuvre du budget qu'après son approbation par le pouvoir législatif. Il n'y a d'exécution du budget qu'après avoir obtenu l'autorisation du Parlement. Et l'autorisation, c'est par le vote et l'approbation du budget et de la loi de finances. Il s'appuie sur l'article 3 qui stipule et qui dispose que la loi de finances de l'année prévoit, évalue, énonce et autorise pour chaque année budgétaire l'ensemble des ressources et des charges de l'État. Ce qui revient évidemment à conférer à la loi la force qui doit lui revenir. Principe de l'antériorité de l'autorisation. Il n'y a exécution de dépenses, il n'y a entrée en vigueur de la loi de finances qu'après avoir reçu l'autorisation. Troisième principe, le principe de l'unité. En quoi consiste ce principe? Ce principe consiste au fait qu'il y a exigence de l'appareil législatif de voir l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État groupées dans un document unique, unité. C'est-à-dire que la loi de finances se trouve dans un document unique de façon à permettre à cet appareil législatif d'avoir une vision précise et globale de la situation des finances publiques. On ne peut pas accepter que la loi de finances soit éparpillée dans différents documents. Il faut qu'il y ait un document unique. Voilà la signification du principe de l'unité. Alors, sur le plan juridique, quel est l'appui? Le support juridique du principe de l'unité consiste dans l'article 1er de la loi organique des finances qui dispose ce qui suit. La loi de finances détermine pour chaque année budgétaire la nature, le montant et l'affectation de l'ensemble des ressources et des charges de l'État. Les articles 11 et 12 de cette même loi organique se sont attachés à présenter l'énumération respectives de ces ressources et charges. On parle même de toutes les ressources. Ressources de l'État comprennent les impôts, les produits des amendes, les rémunérations des services rendus, les fonds de concours, etc. L'article 12 énumère les charges de l'État qui comprennent les dépenses du budget général, les dépenses des budgets des services de l'État gérés de manière autonome, les dépenses des comptes spéciaux du Trésor. Là, donc, il faut qu'il y ait un document unique. Le principe de l'unité s'appuie également dans une certaine mesure sur l'article 9 de la loi organique relative à la loi de finances, bien que cet article, dans son premier paragraphe, se rattache davantage au principe de l'universalité qui sera abordé par la suite. En effet, les deux premiers paragraphes de cet article disposent ce qui suit. Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. Toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées au budget général. Cependant, l'unité du document n'exclut pas nécessairement l'existence au sein de la loi de finances de sous-ensembles homogènes. C'est ce qu'on avait présenté en centrant l'attention sur la notion de loi de finances. Nous avons dit qu'il y a trois sous-ensembles, le budget général de l'État, les SEGMA et les CST, les comptes spéciaux du Trésor. Donc, ceci pour le principe de l'unité, le budget de l'État doit être contenu dans un document unique. Quatrième principe, le principe de l'universalité. Alors, quoi consiste ce principe? On vient de l'annoncer, de l'introduire il y a quelques secondes. En quoi consiste ce principe? Le principe de l'universalité est également intitulé règle du produit brut. Ce principe ne diffère pas beaucoup en ce qui concerne ses objectifs, du principe de l'unité. L'unité, ce qui n'est pas synonyme, mais ils ne sont pas synonymes. Unité, universalité ne sont pas synonymes. Pourquoi? Parce que ce principe comporte des contraintes additionnelles par rapport au principe de l'unité. En effet, si les deux
principe, c'est-à-dire unité, universalité, procède du souci de voir la loi de finances intégrer l'ensemble des charges et ressources de l'État, il ne suffit pas, en vertu du principe d'universalité, que l'ensemble des charges et ressources soient groupées dans un seul document. Encore faut-il que les ressources et les charges soient comptabilisées chacune de son côté de façon à ce qu'il n'y ait pas de compensation entre les recettes et les dépenses. Ainsi, le budget ne doit pas se limiter à faire ressortir simplement le solde des opérations de recettes et de dépenses. Alors quel est le support juridique? Le principe d'universalité, qui a pour objectif commun avec le principe de l'unité de regrouper l'ensemble des charges des ressources dans un seul document, porte sur le contenu de l'autorisation parlementaire. Selon l'article 8, d'une part, les charges et les ressources doivent être comptabilisées chacune de son côté, de façon à ce qu'il n'y ait pas de compensation entre les recettes et les dépenses, ce qu'on appelle la règle de la non-compensation, la non-contraction, et d'autre part, qu'il est interdit d'effectuer toute affectation d'une recette à une dépense particulière. Le principe d'universalité signifie que toutes les recettes financent toutes les dépenses. On ne peut pas dire que l'impôt sur le revenu va financer les dépenses de fonctionnement. On ne peut pas dire que l'IS va financer les dépenses si vous voulez, d'investissement, et ainsi de suite. Toutes les recettes financent toutes les dépenses. L'article 8 de la loi organique dispose, et je cite, « Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses, l'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses. » Et bien sûr, toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées au budget général. Mais il y a des exceptions. Si il y a le principe d'universalité, il y a aussi l'exception au principe d'universalité. Selon l'article 8 de la loi organique, certaines recettes peuvent être affectées à certaines dépenses dans le cadre des budgets des services de l'État de gérer de manière autonome, des comptes spéciaux du Trésor ou de procédures comptables particulières telles que prévues aux articles 34 et 35. Parmi les exceptions, il y a les fonds de concours qui constituent cette dérogation au principe de l'universalité du budget. C'est quoi les fonds de concours? Il faut revenir à l'article 34. Les fonds de concours sont des fonds versés par des personnes morales autres que l'État ou physiques pour concourir avec ceux de l'État à des dépenses d'intérêt public, ainsi que le produit des dons et legs sont directement portés en recettes, selon le cas, au budget général, au budget des services de l'État gérés de manière autonome ou aux comptes spéciaux du Trésor. Un crédit d'égal montant peut être ouvert en addition au crédit accordé par la loi de finances. L'article 34 précise que les fonds de concours ne peuvent en aucun cas être alimentés par des recettes fiscales. Il détermine également les règles de traitement de ces fonds et de leurs reliquats. En exécution, l'affectation des fonds de concours et les modalités de leur utilisation doivent être conformes à ce qui est convenu avec la partie versante ou le donateur. C'est ici qu'il y a cette exception au principe d'universalité. Les fonds de concours, ce sont des dons par exemple, et les dons doivent être affectés à des dépenses qui sont précisées par le donateur. Et donc, ça constitue une exception au principe d'universalité. Le principe qui signifie que toutes les recettes couvrent toutes les dépenses sans qu'il y ait affectation d'une recette à une dépense, avec des exceptions. Une des exceptions, c'est l'exception à travers les fonds de concours. Cinquième principe, le principe de la non-affectation des recettes. Ce principe est directement lié au principe d'universalité. Dans ce sens, les recettes définies ne devraient pas être affectées à la couverture des dépenses déterminées. Donc il n'y a pas affectation des recettes à une dépense particulière. Ainsi, l'ensemble des recettes devrait servir à la couverture de l'ensemble des dépenses. Sixième principe, le principe de la spécialité des crédits. Alors, ce principe procède du souci du Parlement de ne pas conférer à l'autorisation de dépenses consenties au gouvernement un caractère absolu, permettant à ce dernier de disposer des crédits ouverts en toute liberté. C'est-à-dire, cette autorisation est liée à l'obligation d'affecter ces fonds à la couverture de dépenses déterminées. La répartition des crédits s'effectue conformément à l'article 38, alinéa 2 de la loi organique relative à la loi de finances. Il dispose que les dépenses du budget général sont présentées à l'intérieur des titres par chapitre subdivisés en programmes, régions et projets ou actions. Donc il y a la spécialité des crédits. Les dépenses du budget général sont groupées en 3 titres,
dépenses de fonctionnement, dépenses d'investissement et dépenses relatives au service de la dette publique. Et les dépenses du budget général, sur le paragraphe 2 ou la ligne 2, sont présentées à l'intérieur des titres par chapitre subdivisé en programmes, régions et projets ou actions. L'unité de spécialité budgétaire désigne le niveau d'autorisation des dépenses que le Parlement donne au gouvernement. La loi organique relative à la loi de finances prévoit que l'unité de spécialité et le chapitre est interdit au gouvernement d'effectuer des virements de crédit entre chapitres. L'article 45, les virements de crédit entre chapitres sont interdits. Alors, donc il y a spécialité, donc il y a un souci du Parlement de ne pas conférer l'autorisation de dépenses au gouvernement à caractère absolu. D'où cette interdiction de virements de crédit entre chapitres. Des virements de crédit peuvent être effectués à l'intérieur d'un programme et entre les programmes d'un même chapitre dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire. Septième principe, le principe de l'équilibre. L'équilibre en matière de finances publiques signifie que le volume des charges doit être équivalent à celui des ressources. Toutefois, jusqu'à une date relativement récente, le respect de ce principe est demeuré un objectif théorique. Il est rare que l'on trouve que les charges de l'État sont égales aux recettes de l'État. Pourquoi? Parce que le rôle de l'État s'est accru, surtout après la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu élargissement du champ d'intervention de l'État, du champ d'intervention publique, avec l'aggravation des charges financières publiques qui en découlent. Plus l'État multiplie ses interventions, plus les dépenses publiques s'accroissent. Est-ce que les recettes vont suivre? C'est ça la question. Si les recettes ne suivent pas, il y aura un écart entre les recettes et les dépenses. D'où l'apparition du déficit budgétaire. Et ce d'autant plus que les gouvernements, pour des raisons souvent électorales, ont toujours hésité à prendre des mesures nécessairement impopulaires, mesures qui tendent à faire baisser les dépenses et à augmenter les recettes. C'est pour, bien sûr, des mesures, des raisons électorales. Et c'est pour ces mesures-là, c'est par ces mesures-là qu'il y a eu accroissement et apparition d'abord et accroissement du déficit budgétaire. Or, lorsqu'il y a déficit, il n'existe pas d'autre moyen pour couvrir le déficit que par le recours à l'emprunt, lorsqu'aucune épargne budgétaire n'a pu être constituée. L'épargne budgétaire sur laquelle nous reviendrons par la suite. Un endettement supplémentaire s'avère alors indispensable pour assurer le service de la dette en cours. D'où, lorsqu'il y a déficit, une accumulation des emprunts, une aggravation de l'endettement public, un accroissement de la part des ressources consacrées au service de la dette, et enfin, de compte, le creusement du déficit budgétaire et le déclenchement d'une spirale déficit, endettement, déficit. Donc on comprend ici par ce principe que le principe d'équilibre est difficile à réaliser. C'est un principe qu'il est difficile, par rapport auquel il est difficile de se conformer. Pourquoi? Parce que le rôle de l'État s'est multiplié. La prise de conscience des menaces réelles que ferait peser le déficit budgétaire sur les équilibres économiques ont poussé un ensemble de pays à rétablir l'équilibre à travers un ensemble de mesures, parmi lesquelles vous avez l'accord de stabilité de croissance de Maastricht, un accord qui a émis un ensemble de critères, appelés critères de convergence, destinés à assurer la cohérence de leurs économies respectives. Donc, parmi ces critères, l'obligation de limiter le déficit budgétaire à 3% du PIB. Comme on l'a souligné la dernière séance, une des hypothèses sur lesquelles se base la loi de finances 2020, c'est de limiter le déficit budgétaire à 3,5% du PIB. Notez aussi que les programmes d'ajustement structurel entrepris dans les pays en développement procèdent de la même préoccupation, c'est-à-dire une préoccupation qui consiste à réduire le déficit. Donc pour résumer, le principe d'équilibre est un principe qui reste théorique,
dans la mesure où la multiplicité des rôles de l'État a entraîné l'apparition et l'aggravation des vides budgétaires. Dernier principe, le principe de sincérité. Sincérité, concept sur lequel nous avons travaillé durant la première séance. Certes, la sincérité est supposée être de rigueur dans les comptes publics. Néanmoins, elle ne constitue pas une obligation juridique, contrairement à la situation qui prévaut en matière de comptabilité privée. Ce principe se rattache dans une large mesure à la volonté de transparence des comptes publics. En quoi consiste ce principe? Le principe de la sincérité renvoie à deux types, la sincérité budgétaire et la sincérité comptable. La sincérité budgétaire exige, premièrement, la pertinence des hypothèses qui président à la préparation de la loi de finances. Donc il faut que les hypothèses soient pertinentes, donc conformes à la réalité. Et deux, il faut qu'il y ait une présentation sincère de l'ensemble des ressources et des charges de l'État. Donc cette sincérité sollicite l'engagement de procéder à la présentation de la loi de finances rectificative en cas de modification significative des priorités des hypothèses de la loi de finances. Deuxième sincérité, la sincérité comptable. Il y a la sincérité budgétaire et la sincérité comptable. La sincérité comptable signifie que les comptables publics sont chargés de veiller au respect des principes des règles comptables en s'assurant notamment de la sincérité des enregistrements comptables et du respect des procédures et de la qualité des comptables publics. La Cour des comptes certifie la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes de l'État. Alors quel est le support juridique? Le support juridique, c'est l'article 10. La loi de finances présente de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'État. Il y a aussi l'article 31 qui dispose que les comptables publics sont chargés de la tenue et de l'élaboration des comptes de l'État. Ils veillent au respect des principes et des règles comptables en s'assurant notamment du respect de la sincérité des enregistrements comptables. Donc voilà, durant cette séance, nous avons présenté les principes budgétaires qui sous-tendent et sur lesquels se base l'élaboration de la loi de finances, des principes qui commencent par le principe d'annualité et se terminent par le principe de sincérité. Nous avons dit qu'il y a le principe, mais aussi il y a le support juridique de ce principe et l'exception à ce principe. Donc la prochaine séance sera réservée à la préparation et à l'adoption de la loi de finances. Merci pour votre attention.